Bonjour à tout le monde et bienvenue parmi nous pour cette deuxième chronique de faits et commentaires. Je l'ai déjà dit dans la première émission, il y a dans toute information les faits d'un côté et les commentaires de l'autre. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, d'où le titre de cette chronique mensuelle. Aujourd'hui, nous restons dans l'actu la plus chaude puisque nous allons parler du mouvement des Gilets jaunes qui dure depuis près de 4 semaines maintenant. Et savoir si le président Macron, qui a décrété l'état d'urgence économique et sociale hier à la télévision, a su convaincre ce peuple des ronds-points, comme on l'appelle parfois, ces Français parmi les plus modestes qui se battent pour réclamer plus de justice sociale, ou si au contraire on assistera à un acte 5 de ce drame social, c'est-à-dire à de nouvelles manifestations samedi 15 décembre à Paris et dans les grandes villes de France. Pour en parler avec nous autour de ce plateau, j'ai invité Florent Compin. Bonjour, président des Amis de la Terre, qui n'est pas à proprement parler un gilet jaune, mais sympathisant, et puis plutôt gilet vert. Mais il n'est pas d'accord avec cette terminologie. Oh non, pas du tout. Florent Compin est avec nous parce que samedi dernier, il a co-organisé à Nancy avec d'autres, comme partout en France, une marche pour le climat. Or à Nancy, cette marche, bien que prévue de longue date, n'a pas été autorisée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Et que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, Florent Compin et son ami Denis Crelotte, membre du mouvement pour une alternative non violente, ont été interpellés et placés en garde à vue dans les locaux de la police boulevard Lobo à Nancy. Pendant 21 heures. Il nous expliquera pourquoi. Avec nous aussi des Gilets jaunes, Valérie Jodard, militante que l'on a vu souvent sur le rond-point de Frouard, près de Nancy, et Yacine, gilet jaune également, gilet jaune qui se définit comme modéré. Ils ont exprimé des revendications tout au long de ces 3 semaines de lutte. Ils nous diront si Emmanuel Macron a répondu à leurs attentes ou si le mouvement va durer. Et jusqu'à quand? On se retrouve juste après le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Florent Compin, bonjour ou rebonjour. Donc dites-nous pourquoi vous avez été interpellé samedi, pourquoi vous avez été placé en garde à vue avec Denis Crelotte.
Eh bien, on a été placé en garde à vue pour avoir co-organisé une manifestation interdite. Alors, tu disais dans ta présentation que la manifestation était non autorisée. Au-delà de ça, cette manifestation n'était pas non autorisée, mais elle était interdite expressément par le préfet. J'avais eu le préfet au téléphone vendredi matin, pardon, parce qu'on essayait quand même de discuter avec les services de la préfecture pour co-organiser pour le coup avec les services publics une manifestation qui puisse se dérouler dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on était prêt à adapter le trajet, on était prêt à modifier beaucoup de choses et surtout à leur expliquer ce que nous on mettait en place comme moyen pour garantir la non-violence, comme moyen d'encadrement, comme ne serait-ce que comme parcours. Mais ça a été impossible. Et donc le préfet m'appelle vendredi matin, il était en réunion avec le procureur et le maire. Et donc, il me dit qu'il nous demande encore une fois d'annuler. Et donc, on lui répète encore une fois une décision qu'on avait validée collectivement, qui était qu'il fallait absolument maintenir. Il n'était pas entendable pour nous, au regard de l'urgence climatique et de l'urgence sociale, et du fait que ces manifestations puissent se dérouler dans 185 villes en France, que ça ne puisse pas se dérouler à Nancy. Ça, c'était pas acceptable pour nous, et sans compter du fait que c'était une journée de mobilisation internationale et que c'est partout dans le monde que les gens sonnaient l'alarme climatique. Et donc eh bien, en fait, simplement vu qu'on n'a pas voulu annuler, le préfet l'a un peu très mal pris, on va dire. C'est un préfet qui a une réputation d'être très, très dur. Et donc, le fait qu'on résiste et qu'on ne soit pas d'accord avec lui et qu'on n'accepte pas de plier sous ses ordres, eh bien, ça, il ne l'entendait pas. Donc, il m'a dit clairement, le procureur est à côté de moi, je me tourne vers lui et je lui demande de poursuivre. Je lui dis, il n'y a absolument aucun problème. Nous sommes prêts à assumer notre responsabilité pénale et nous sommes prêts à assumer cette responsabilité d'organiser cette manifestation. Mais nous réitérons encore une fois notre demande de pouvoir discuter avec vous, au moins vous expliquer ce qu'on va faire. Eh bien ça, c'est une fin de non-recevoir qu'on a eue. Alors imaginez un peu l'inconscience et l'irresponsabilité du préfet qui ne souhaite même pas savoir ce qu'on faisait et de quelle manière on le faisait, pour que lui puisse au mieux garantir, on va dire, l'ordre public qui est sa mission première. Vous encourez quoi comme peine ? 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Ah bon. Et pour quelle infraction ? Eh bien, organisation d'une manifestation interdite. Interdite. Oui. Alors, vous n'êtes pas un gilet jaune, vous Non. n'êtes même pas un gilet vert. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Voilà, alors dans l'introduction, il était avancé le fait de parler des gilets verts. Et pour moi, la formulation gilet vert en elle-même pose déjà un réel problème. Dans le sens où elle rentre dans la droite ligne de ce que cherche à faire Emmanuel Macron et le gouvernement, et aussi le préfet, qui, par déclinaison, l'applique, et le cite dans l'arrêté d'interdiction qu'il l'a pris, c'est-à-dire d'opposer des tranches de la population entre elles. Et ça, c'est absolument scandaleux. C'est ce que cherche à faire le gouvernement de manière récurrente, à opposer les questions de transition écologique aux questions de justice sociale. Et ça, pardon, excusez-moi. Et ça, pour nous, c'est pas entendable. Donc, la formulation gilet vert voudrait dire que le mouvement climat, je préfère parler de mouvement climat, parce que le mouvement climat est très investi sur les questions de justice sociale. Moi, je suis aux Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, depuis bientôt 50 ans, posent ces questions de lien extrêmement direct entre les questions sociales et les questions écologiques. C'est-à-dire que pour nous, on ne résoudra pas les crises écologiques sans résoudre les crises sociales, et on ne résoudra pas les crises sociales sans résoudre les crises écologiques. Donc, c'est le même combat, finalement. C'est exactement le même combat. C'est un combat contre les inégalités, contre l'injustice, parce que c'est bien cette injustice fiscale. C'est l'injustice qui est le plus grand des moteurs d'engagement. Si les gens sont révoltés en ce moment, sont dans la rue pour toutes les raisons, parce qu'il n'y a pas que les revendications des Gilets jaunes, il n'y a pas que les revendications climat, il y a énormément de gens qui sont dans la rue, énormément de gens qui sont révoltés, ils sont révoltés par rapport à cette injustice. Et quand je dis qu'il cherche à opposer les tranches de la population, il le fait surtout pour en cacher une autre. C'est-à-dire que d'un côté, on a les 99% et de l'autre côté, on a les 1%. Les 1% dont fait partie Emmanuel Macron, dont font partie les membres du gouvernement. C'est-à-dire ces 1% qui ne défendent que leurs propres intérêts, c'est-à-dire des intérêts économiques à court terme qui marchent sur tout le reste, c'est-à-dire sur les gens, sur les personnes avant tout, sur la planète aussi, par voie de conséquence. On a dit qu'il y avait un malentendu. Les uns parlent de fin du monde quand les autres parlent de fin du mois. C'est un peu ça que vous dites. Eh bien, nous, on parle et de la fin du monde et de la fin du mois. Très bien. Alors, on va faire un petit rappel historique quand même sur le mouvement des Gilets jaunes, comment il est né. Cette poussée de fièvre est née de la colère des Français les plus modestes qui n'ont pas accepté l'augmentation des taxes sur le gazole à la mi-novembre. Une augmentation justifiée, leur disait-on, par la nécessaire transition écologique et en vertu du principe du pollueur-payeur. Bref, l'idée étant de taxer un maximum tous ceux qui roulent au diesel ou qui se chauffent au fioul. Autrement dit, les petites gens, ceux qui habitent loin des métropoles, ceux qui ont besoin de leur véhicule pour se rendre à leur travail, pour faire leurs courses, pour aller chez le médecin.
et ceux qui ne peuvent pas changer de chaudière. Une injustice qui s'est ajoutée à quelques autres, à celle des PV qui pleuvent sur les nationales, désormais limités à 80 km/h, au contrôle technique renforcé qui, dès l'année prochaine, doit renvoyer, ou devait renvoyer à la casse, toutes les vieilles guimbardes. Le 17 novembre, ils ont manifesté leur mécontentement, ils ont enfilé des gilets jaunes, ils se sont regroupés sur les ronds-points, un peu partout sur les routes de France. Un mouvement spontané, protéiforme, un mouvement sans leader, sans chef, sans porte-parole, qui a dérouté à la fois les observateurs et les politiques. Les gilets jaunes ont filtré la circulation, ont libéré les péages d'autoroute, ont tagué les radars. Grâce aux réseaux sociaux, ils ont pris conscience qu'ils étaient nombreux et motivés. La misère rend plus fort. Puis ils sont montés à Paris le 24 novembre, puis le 1er décembre, puis le 8 décembre. Il y a eu de la casse, à Paris et dans plusieurs villes de province, au point de faire trembler le pouvoir. Si on ne casse pas, on ne nous entend pas, expliquent de nombreux gilets jaunes. Chemin faisant, ils ont formulé de nouvelles revendications. Ils exigent désormais plus de justice sociale, des augmentations de salaire, la suppression de la CSG, le rétablissement de l'ISF pour les plus riches. Le mouvement s'est d'autant plus renforcé que la colère de la France d'en bas est comprise et même soutenue par 8 Français sur 10, même si, évidemment, tout le monde n'approuve pas la violence et les dégradations. Voilà donc le contexte dans lequel le président de la République a pris la parole hier soir à la télévision pour proposer quoi ? 4 mesures principales, une augmentation du SMIC de 100 balles par mois, la suppression de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000 euros, la défiscalisation des heures supplémentaires et enfin une prime sans charge et sans taxe lorsque les employeurs le peuvent. Et puis, il propose un grand débat qui serait piloté par les maires. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il a su convaincre ? Dans quelques instants, je vais poser la question à Valérie Jorda, qui est une gilet jaune que l'on voit souvent à Froid, juste après cette pause musicale. Eh bien voilà, cet extrait musical qui mérite une petite explication. Il provient d'une vidéo qui a été vue plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux.
Un orchestre improvisé s'est produit rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris le 8 décembre. L'avenue était barrée par 2 rangées de CRS. En entendant la musique, les habitants se sont mis aux fenêtres. Certains ont applaudi, d'autres sont descendus, ils ont dansé devant les policiers. Ce fut assurément un grand moment de fraternité. Mais revenons donc à l'intervention d'Emmanuel Macron. Hier soir à la télévision, Valérie Jorda, bonjour, Yacine, bonjour, ou rebonjour. Voilà, est-ce que le président de la République a su vous convaincre? Pas du tout. Moi, C'est-à-dire? je l'ai trouvé pitoyable, pour employer les bons mots, dans une imposture des plus parfaites, figé sur son prompteur. Rien de ce qu'il nous a raconté ne venait de lui-même, en fait. Hein, on le sait, on l'a vu. Figé, accroché à sa table comme on s'accroche à la vie. Et je trouve ça tout à fait pathétique. Donc sur pathétique. la forme... Sur la forme. Voilà. Il n'a pas été sur le fond du problème. Je pense que s'il avait abordé les choses sur le fond, il aurait pu nous parler de ses amis banquiers et leur faire un petit rappel à l'ordre aussi à ces gens-là. C'est-à-dire? Leur demander d'être un peu moins gourmand et d'être plus raisonnable quand ils taxent les gens à coup de pénalités bancaires, parce qu'il faut rappeler quand même qu'en 2017, c'est 4 milliards d'euros qui ont été ramassés par les banques, hein, j'allais dire pillés. Et ces 4 milliards d'euros qu'on prend à des gens qui sont déjà dans la difficulté, il faut le savoir. Donc le sujet a été éludé, je dirais, et comme tous les autres sujets d'ailleurs. Valérie Jorda, vous avez été convaincue? Pas du tout non plus. Alors, on en arrive toujours au même résultat, c'est que M. Macron ne raconte pas les choses de son cœur. Il ne fait que lire des paroles qui ont été organisées et préparées pour lui. Donc, à cette heure-ci, la seule chose qu'on peut retenir de lui, son discours, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est exactement ce qui se passe. Moi, à l'heure actuelle, donc, quand je vois ce qu'il a décidé d'accorder au peuple français, c'est juste une restitution de leurs droits, de leur pouvoir d'achat, mais ce n'est pas du tout leur donner le droit de continuer à vivre décemment. On ne demande pas de charité chrétienne. J'ai une société de nettoyage pour laquelle j'embauche des salariés. Quand je vois ce que les banques sont en train de mettre en place sur mon dos, ce que les comptables me demandent, ce que me coûte un salarié, je me dis que vouloir revaloriser le SMIC, je suis d'accord sur le principe, mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir offrir des propositions d'emploi. Donc à cette heure-ci, si on veut que l'économie reparte, d'accord, il faut des gens qui partent au travail, mais il faut que pour cela, on puisse récupérer nos richesses. Donc on nous parle souvent du déficit bancaire de l'État, mais l'État devrait peut-être emprunter aux banques de France, donc récupérer sa monnaie, que de devoir emprunter continuellement à des riches qui se font des marges pas possibles. Et à cette heure-ci, le pays coule grâce à tout ça. Alors concrètement, Yacine et Valérie, qu'est-ce que vous auriez souhaité entendre de la bouche du président? Un peu d'humilité et de bon sens. Il a fait quand même son mea culpa. Oh, très rapidement, hein, très rapidement. J'ai peut-être, je sais que j'ai peut-être choqué, ce n'est même pas peut-être, non, il a choqué énormément de monde. Et si ce mouvement est né, c'est aussi par rapport, au-delà des questions économiques, par rapport à l'attitude d'un homme qui se dit président, mais qui n'est pas dans son... qui n'est pas dans le rôle du président, qui voudrait qu'on aime la France et qu'on aime les Français d'abord. Donc l'intervention d'hier, moi, me fait penser à quelqu'un qui a le profil bas. Hein, on est diamétralement opposé à l'attitude qu'on lui a connue auparavant, où il dit où il explique sa vision du monde, qui me paraîtrait sectaire par ailleurs, parce que d'un côté, il y a les gens, hein, on ne cessera de le répéter, qui réussissent, de l'autre, ceux qui ne sont rien, relégués au rang de parias, voire de laborieux. Donc, oui, manifestement, il est descendu de l'Olympe. Ce n'est pas, je veux dire, raisonnable. Ce n'est pas avoir du bon sens et aimer
son peuple que de tenir des propos pareils. Alors curieusement, un peu Juste une partout, chose. parmi les revendications et ce qu'on entendait en tout cas sur les ronds-points et ailleurs, c'est vrai que Emmanuel Macron cristallise la colère. On a Absolument. entendu et on a lu sur les tags partout, Macron démission, Macron en prison. C'est lui qui focalise un petit peu la... Il y a, C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que ce personnage était tout à fait outrageant. il y a une chose, moi, qui me choque, c'est qu'on demande, hein, et ça, ce sont les personnes du gouvernement, à ce que M. Macron utilise des mots qu'on soit capable d'entendre, que dans la revendication des Gilets jaunes ou même de leurs paroles sur Facebook, il n'y a pas une phrase sans faute d'orthographe. Donc nous ne sommes pas des illettrés, nous ne sommes pas des incompétents, nous ne sommes pas des gens qui ne comprennent pas la langue Nous sommes des française. contribuables avant tout. Peu importe, mais en Des tout vaches à cas, lait. la parole doit se faire entendre. Elle sait comprendre, elle sait entendre. Il n'y a pas que des incompétents, il n'y a pas que des cassos que j'ai entendus également et qui me choquent. Vous pensez qu'il y a un décalage Tout à fait, énorme entre tout à fait, tout à le fait. discours technocratique du Mais- président et des politiques en Voilà, général, il mais faut bien le la dire. seule chose qui me fait plaisir à l'heure actuelle, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a réussi à porter l'info citoyenne un peu plus haut. Donc, on commence à faire bouger les choses et il faut que le mouvement continue comme ça. C'est tout. On n'a pas enfin, les revendications, elles sont là, c'est certain. Donc, le référendum d'initiative citoyenne, j'aimerais qu'il soit mis en place pour qu'on nous donne justement cette impression d'être entendu. Est-ce que ça ne fait pas partie de cette volonté du président d'ouvrir un large débat qui serait piloté Non, par les c'est maires? diviser pour mieux régner. Parce qu'à l'heure actuelle, on nous parle des CRS qui sont dans la rue, qui matraquent les gens. J'ai moi-même un frère qui est policier, donc je comprends qu'il veut protéger ses enfants, qu'il aimerait pouvoir aussi mettre son gilet jaune. Mais on va dire, justement, pour pouvoir encore une fois énerver le mouvement, que ces gens-là, ces CRS, ont reçu une prime. Ah mais sincèrement, c'est assez le monde scandaleux, à c'est vrai. l'envers. Voilà, moi, je voudrais revenir sur la prime parce que justement, pendant ma garde à vue, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de policiers et j'ai tenu un peu le discours que je tenais tout à l'heure sur le fait que Emmanuel Macron cherche à opposer et diviser les tranches de la population. Et dans la suite de la conversation, j'aborde le sujet de cette prime de 100 euros qu'ont touché les policiers parce que c'était justement une femme policier qui n'était pas dans son commissariat habituel. Elle fait cette prime, c'est encore un truc pour le diviser. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est même au sein de la police. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle sous-entendait derrière et je ne comprends pas tout ce qu'il y a derrière. Mais encore une fois, c'est le ressenti. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé quand tu disais que Emmanuel Macron s'accroche à la vie. Il se tenait à son pupitre Oui, un peu oui. comme il s'accroche à la vie. Et oui, en fait, il s'accroche à la vie politique. Il est dans une opération de communication permanente. Déjà, pendant sa campagne, quand il allait soi-disant au contact et qu'il allait voir sur les usines, etc., un certain nombre de personnes et qui voulait aller parler avec eux, mais tout ça n'était qu'une opération de communication. Il comprend juste pas comment fonctionnent les Français, ce que vivent les Français, parce qu'il l'a jamais vécu. Il vit pas dans le même monde que nous. Donc forcément, lui, c'est quelque chose qu'il voit de loin, qu'il essaye d'analyser, qui rentre dans des sondages, qui rentre dans des groupes de travail internes à ses services, qui en permanence mesurent les gens comme une audience ou comme un audimat. C'est le TF1 de la politique. Hein. C'est vraiment totalement déconnecté de la réalité. C'est totalement déconnecté de ce que vivent les gens. C'est totalement déconnecté de plein de choses. Il parlait justement d'avoir lancé un état d'urgence économique et social, mais il ne sait pas de quoi il parle. Mais clairement, l'état d'urgence, il est social, l'état d'urgence, il est climatique. Mais qu'est-ce qu'on a entendu hier dans son discours sur les questions écologiques ? Absolument rien. À aucun moment, il fait le lien entre ces questions écologiques, ces questions sociales, les préoccupations des Français. Il est tellement déconnecté de ce qu'on pense, de ce qu'on vit, de ce qu'est la réalité,
que voilà. Et il y a une phrase qu'on utilise souvent, le climat aurait été une banque, il aurait déjà été sauvé. Mais de la même manière, je veux dire, si à un moment donné, simplement, les simples gens étaient des banques, ils auraient déjà été sauvés depuis longtemps. Mais voilà, encore une fois, il vient du monde de la banque, c'est son monde, donc c'est un monde au service des banques, où on ne fait que payer les intérêts de la dette de manière permanente, à enrichir les banques à des taux qui sont absolument scandaleux, et qui en plus spéculent sur les gens et sur les ressources de la planète. Valérie, vous êtes d'accord avec cette Tout analyse? tout à fait. Et j'ai envie de dire que c'est quand même bien malheureux parce que les machines fabriquent les billets. Qui dirige les machines, c'est l'être humain. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour que le peuple soit riche, et cela dans tous les pays. Le mouvement des Gilets jaunes continue à prendre de l'ampleur au-delà de nos frontières. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous encouragent et qui nous demandent de ne pas baisser les bras. Donc, on est là pour représenter un mouvement. On fait partie du mouvement parce qu'on n'est pas les seuls. J'ai vu des gilets jaunes se rendre à l'Élysée pour pouvoir discuter en aparté. Moi, personnellement, j'aurais préféré que tout soit filmé. Ces représentants qui, bon, gentiment ont bien voulu essayer de se faire entendre, ne représentent pas réellement le mouvement. Ils représentent des réseaux sociaux qui ont été mis en scène, qui ont été entendus à un certain moment. Mais les gilets jaunes, c'est justement les gilets verts, les riches, les pauvres. Non, pas les gilets verts. Enfin, excusez-moi, vous voulez peut-être pas en parler. Mais si, je veux bien en parler, mais c'est juste que je ne suis pas d'accord avec la définition des gilets verts. Ce mouvement, c'est la France entière. C'est, voilà, excusez-moi, c'est vrai, c'est peut-être pas Donc, on parle les plutôt gilets verts. de mouvement climat, c'est-à-dire de gens qui ont un prisme. Voilà, en fait, on a le même objectif, mais on a un prisme qui est différent. La porte d'entrée, elle est d'un côté sociale et révoltée par l'angle social. De l'autre côté, elle est sur les questions écologiques, mais surtout sans jamais nier les questions sociales et en faisant le lien intime qu'il y a entre tout ça, c'est-à-dire entre l'humain. Et nous, notre réponse, elle est collective et solidaire, et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire. C'est que là, à l'heure actuelle, ce qu'on voit manifester de manière extrêmement large, c'est le collectif et le solidaire face à un monde qui est déconnecté, comme on le disait juste avant. Tout à fait. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le mouvement continue ? Je pense que le mouvement va commencer, je dirais pas à s'apaiser, non, pas du tout, à essayer maintenant de trouver les bons moyens d'y arriver. C'est parce que moi, personnellement, ce week-end, je ne me suis pas retrouvée sur un rond-point ou en pleine manifestation pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas envie de devenir une cible. Je n'ai pas envie de me faire bombarder, je n'ai pas envie de mettre en danger ma vie. C'est ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux de la part de certains CRS, que je trouve aberrant. Mais bon, quoi qu'il en soit, on leur demande de faire leur boulot. Soit, ils choisissent leur camp. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais on va devenir plus rusés. On va se structurer. Alors voilà, quel est l'avenir du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui ? Alors, en parler... Parce que sa force et sa faiblesse, quand même, c'est d'être un mouvement spontané, mais désorganisé. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de relais. C'est une confusion les plus totales, d'après ce que je peux remarquer. Après, dans les jours et les semaines qui viennent, c'est qu'évidemment le mouvement se structure au fil du temps, ce qui, je pense, finira par arriver, parce qu'on a quand même... C'est-à-dire en désignant des porte-paroles, en désignant qui tiennent la route, des personnes qui ont du bon sens et qui sont assez intelligents, je pense, pour porter le flambeau. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce mouvement qui confond dans sa masse toutes les corporations est... par nature, je pense, inébranlable, parce que les gens ont compris, les masques tombent, si vous préférez, les gens ont compris qu'ils avaient affaire à des plutocrates féodaux qui baignent dans un train de vie tout à fait ostentatoire, dans une opulence des plus inouïes. Donc on ne peut pas accepter que l'on dépense l'argent du contribuable à coût de 500 000 € pour de la vaisselle. Alors bien sûr, des ministres, on entend des ministres se défendre sur la question en disant que oui, cette vaisselle a été fabriquée en France et que ça fait partie du patrimoine français.
du patrimoine français. Ben voyons, et la piscine à Fort-Brégançon, ça fait partie aussi du patrimoine français. Ben, c'est dans cette condition, on peut aller très loin. On peut aussi construire des palais pour ces gens-là, faits d'or et de marbre, et leur fabriquer des quais de marbre même. Donc là, je pense que ces ministres le brossent dans le sens du poil parce que, évidemment, ils ont à préserver leurs intérêts auprès du chef de l'État, tout simplement. Donc, ils nous racontent des histoires, mais vraiment des inepties, ces gens-là. Est-ce qu'on est au début de quelque chose ? Oui, tout à fait. Moi, je dirais qu'on est au bord de quelque chose. Et je vous dirais que à l'allure où vont les choses, on peut craindre le pire. Parce qu'il peut très bien y avoir, hors manifestation, des commandos qui se mettent en place, on peut imaginer, pour aller brûler des édifices, brûler des... Oui, ça c'est pour semer le chaos, mais c'est que je voulais voilà, dire, est-ce oui, que le on mouvement... peut arriver là-dedans. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, s'il se structure, peut être aussi une force politique, une machine de guerre pour lutter contre tout ce que vous dénoncez finalement. Une force qui mettra le deuxième genou à terre à M. Macron. Là, il a pour l'instant un genou à terre. Est-ce que vous demandez sa démission ? Oui. Alors... la colère est tellement profonde, tellement grande que les gens veulent sa démission. Alors après, dans la majorité. Moi, à la différence, je ne demande pas la démission de ce monsieur qu'on appelle notre président. Vu que c'est un ancien banquier, qu'il connaît bien les rouages du système financier, je lui demanderai en échange de prouver justement son intelligence en attaquant justement le sommet des banques pour retrouver un peu de dignité dans notre pays. S'il est ici à l'heure actuelle au pouvoir, c'est parce que quelque part on lui a barré la route. Donc je voudrais que maintenant qu'il comment ça, on lui a barré la route ? Pour éviter à l'extrême droite de venir au pouvoir au moment des élections. Oui, d'accord. Il en est arrivé là où il est. Donc ce que je voudrais lui demander maintenant qu'il est là, justement, qu'il a les moyens, qu'il a les gens autour de lui, banque et finances, à ses côtés, qu'il montre justement qu'il est le président. Autant qu'il serve à ça. Donc lui demander la démission, je sais très bien que ça n'arrivera pas. Donc, autant qu'il prouve justement ses vraies valeurs. Alors, c'est vrai que Emmanuel Macron a été élu président au printemps 2017, sans avoir jamais été élu ni maire, ni conseiller général. Il n'a aucune expérience politique. Ni député, il n'a donc aucune expérience. Ni assise. Ni assise, ni parti politique. Son parti En Marche s'est constitué après. Finalement, ce président venu de nulle part, qui est énarque, qui est banquier, on vient de le dire, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il a fait une OPA, une amicale, sur l'entreprise France, qu'il gère depuis 18 mois un peu comme une start-up, en cherchant, comme l'a dit Florent tout à l'heure, en cherchant la rentabilité ou une forme d'abord pour assouvir sa soif de pouvoir. Métaphore s'y prête bien. Oui, la rentabilité pour qui ? C'est ça la question qu'il faut poser avant tout. Oui. Et quel regard vous portez sur ce président, ce jeune président, qui finalement ne ressemble à aucun autre ? Alors moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer, forcément il reçoit de temps en temps les organisations non gouvernementales, et ce qui m'a choqué, parce que j'ai eu l'occasion d'en rencontrer d'autres avant, ce qui m'a choqué c'est justement ce qui était exprimé tout à l'heure, et comme chaque parole est mesurée, réfléchie, il n'y a rien qui sort du cœur, il n'y a rien qui sort des tripes. C'est ça qui... C'est un robot ? Je sais pas si c'est une forme de robot, mais j'arrive pas à trouver où est son humanité. Non. Il n'y a rien de charitable. C'est ça que je comprends pas. Et quand je dis nous, notre réponse est solidaire et collective, je ressens pas la solidarité chez lui, mais vraiment pas. Donc ça, c'est la partie que je trouve choquante quand on parle avec lui, quand on le voit. Et les seuls arguments qui lui parlent, c'est quand on parle d'argent. Quand on commence à parler de milliards d'euros, là, son œil s'ouvre et là, on voit son intérêt qui commence à avancer. Moi, quand j'y étais, la dernière fois que j'y étais, j'étais sur la question des PCI, donc les projets d'intérêt communautaire et les financements de pipeline et de gazoducs entre l'Espagne et la France pour transporter du gaz. Et quand on commence à parler que là, on parle en milliards d'euros de subventions publiques qui parlent là-dedans, il fait « Ah !» Là, on voit son œil qui s'ouvre. « Ah, j'avais pas conscience que c'était ces montants. » Mais voilà, mais quand vous parlez de la fin du mois, quand vous parlez du montant d'un SMIC, c'est quelque chose qui est anecdotique pour lui.
Qui peut pas comprendre. C'est pas des chiffres qui lui parlent. Voilà. Lui, ce qui va lui parler, c'est de voir l'ensemble des chiffres sur le bilan annuel de la France et de dire « Ah, ça va coûter tant ». Mais comment il peut d'un côté faire passer le CICE à 40 milliards d'euros et de l'autre côté aller chercher des 5 euros sur des APL pour gagner quelques millions. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est une question d'une telle disproportion. On nous demande de nous serrer la ceinture pour faire des économies de bout de chandelle. Et de l'autre côté, il est prêt à mettre en place des mesures à hauteur de milliards et de milliards, des sommes qu'on ne comprend pas. Il faut se rendre compte ce que c'est qu'un milliard. C'est juste un truc fou. Exorbitant. Personne ne peut concrètement comprendre ce que ça représente un milliard. On sait très bien par contre ce que représente un SMIC, nous. Est-ce qu'il aurait oublié le peuple? Mais il l'a jamais connu. Jamais pensé. Il l'a jamais pris en considération au sens propre du terme. Voilà, et après, pour revenir sur la Je ne question... crois pas alors que ça fasse partie de son ADN d'être charitable. Voilà, c'est ça. Et moi, sans revenir sur la question de sa démission, j'ai pas d'avis sur le sujet parce qu'effectivement, je pense que si demain il part, je me demande très clairement ce qui sera la place et je vois pas d'alternative en face qui tiendrait la route non plus. Donc voilà. Ce qu'il faut à l'heure actuelle, c'est un changement de modèle, c'est un changement de paradigme. C'est l'intégralité du système qu'il faut revoir. Parce que ce qu'il faut mettre en place pour répondre aux défis qui sont devant nous, c'est quelque chose qui est tellement énorme, parce que quand on parle de climat, je veux dire, moi, il y a une comparaison que j'utilise souvent, et que j'ai déjà dû dire sur l'antenne de RCN, c'est que en fait, quand on parle de climat, on parle du maintien de conditions de vie civilisées sur Terre. C'est de ça dont on parle. C'est pour ça que quand on parle de la fin du monde, effectivement, mais croyez-moi, c'est plus riche. Eux, c'est les seuls qui survivront derrière avec tout ça. C'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Et ce qu'il faut mettre en place, en face, c'est l'équivalent d'une économie de guerre. Donc une économie de guerre, c'est réellement, c'est quelque chose qui est très concret. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est déjà fait par le passé. On sait que c'est possible de le faire. On sait qu'on a les moyens de le faire. On sait que c'est réaliste et on sait qu'il faut la volonté politique pour le faire. Et ça, on n'a pas la volonté politique de changer réellement de paradigme, de mettre en place une transition juste qui ne laisse pas les travailleurs sur le carreau, qui ne laisse pas des gens sur le carreau. Et à l'heure actuelle, on ne nous propose aucun modèle qui se rapproche de près ou de loin de ça. Mais est-ce qu'on peut changer de paradigme, changer de politique, sans changer la classe politique, et sans changer... Bien sûr qu'il faut la changer en profondeur. Absolument. Donc absolument. le président. Parce que la problématique posée est d'une profondeur abyssale, peut-on dire. Je crois qu'il faut faire, j'emploie des mots durs, mais une purge. Donc, au sein du gouvernement... Comment on peut s'y prendre? Eh bien, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes... Moi, j'ai une proposition qui ne m'engage que moi. Mais là, j'ai entendu parler, alors j'ai pas pu voir, j'étais dans une réunion en train de travailler justement à faire ce qu'il faut pour essayer de construire des rapports de force et de faire changer les choses en profondeur sur notre territoire. Mais quand... ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire au final. Donc, oui, la question du vote blanc. A priori, il aurait fait des déclarations sur une certaine prise en considération du vote blanc. Eh bien, moi, j'en ai une à laquelle je pense, je le dis, elle n'engage que moi, mais simplement une chose. Un vote blanc, enfin pas un vote blanc, c'est-à-dire, oui, un vote blanc serait pris en considération. C'est-à-dire qu'en gros, si 50% des votants à une élection, le vote blanc dépasse 50%, tous les candidats qui se sont présentés n'ont plus jamais le droit de se représenter à un seul mandat politique. Eh bien, croyez-moi que si on mettait ça en place, demain, ça serait vite changé tout ça. Oui, alors moi j'avais une autre proposition, elle paraît un peu utopique, mais ne serait-il pas bon de mettre en place une loi, il faudrait qu'elle soit planétaire, c'est pour ça que je dis que c'est un peu utopique, qui interdise de s'enrichir au-delà d'un certain montant, au-delà de 20 ou 30 millions d'euros. Ça mettrait fin à beaucoup de problèmes. Je plaide très fort, parce que nous, aux Amis de la Terre, justement, on parle de ces questions-là. On a un document qui s'appelle « La position pour des sociétés soutenables », c'est-à-dire qui pose un certain nombre de choses, dont cette question du revenu minimum et du revenu maximum. Et un revenu maximum, pour nous, ne peut pas dépasser de 4 à 5 fois un revenu minimum. Et je suis très loin des 20 millions et de ce genre de choses. Non, je veux dire, là, à un moment donné, il faut vraiment que les richesses soient partagées entre tous, et les richesses, et notamment les richesses humaines, et surtout qu'on ne mette pas en péril les ressources, ce qu'on appelle des ressources, même si le mot n'est pas très très bon, surtout la capacité des générations futures à subvenir à leurs propres besoins. À partir du moment où on pose ça comme un principe et qu'on se dit, à partir du moment où on a posé ce cadre-là, il y a un revenu maximum, il y a un revenu minimum, il y a un espace écologique dans lequel on peut évoluer, eh bien,
on pose le cadre de ce dans lequel on peut en fait finalement trouver des solutions. Posons ce cadre-là, après on pourra discuter des mesures. Si on ne pose pas le cadre au départ, c'est-à-dire un cadre égalitaire, socialement juste et écologiquement soutenable, eh bien on ne pourra pas imaginer la suite. Oui, le fond de l'affaire, c'est ça, c'est la justice sociale finalement. C'est ça. L'écart entre les salaires est de combien en France? On a une idée? Alors moi, il y a un chiffre que je connais, c'est qu'en gros, les salaires des plus grands patrons dans les années 40-50 étaient de l'ordre de 50 fois le salaire de base. Maintenant, les plus gros des salaires sont de l'ordre de plus de 2000 fois le salaire de base. Voilà, c'est simplement ça. Moi, j'imagine une personne, bah voilà, c'est le premier qui a dégagé, il faudrait qu'il y en ait un certain nombre d'autres qui dégagent. Mais voilà, il faut imaginer une personne qui se retrouve face à 40 personnes. C'est-à-dire encore une entreprise qui est tenue par une personne qui est responsable des gens, qui les voit au quotidien, qui leur parle, on reste à une échelle humaine. À partir du moment où vous avez une personne qui touche le salaire de 2000 personnes, imaginez 2000 personnes devant vous, et vous dites, moi, je mérite plus que l'ensemble de tous ces gens-là. Mais comment est-ce raisonnable un seul instant d'imaginer un truc pareil? Je veux dire, c'est juste pour moi tellement inimaginable, inconcevable, qu'on peut pas poser les choses de cette manière-là. Voilà, posons un revenu maximum. Ça, c'est très très clair, et un revenu minimum, et ça, c'est aussi très clair. Est-ce qu'on revient à la lutte des classes? Mais bien sûr, on est complètement dans une lutte de classe. On est dans une lutte de classe, je le disais tout à l'heure, de 1% de cette population des plus riches face aux 99% qui restent. Complètement. Vous êtes d'accord, Yacine? Bah, tout à fait. L'histoire des 1%, si on compte bien, ça fait à l'échelle mondiale sur en gros 7 milliards d'habitants, de personnes. Ça fait quoi? 70 millions de riches, pour 6 milliards 930 autres millions qui rament, c'est énorme, quoi. Qui rament, donc, très qui meurent. Oui, parce que la misère est une violence. C'est une violence. Bah, justement, c'est une violence qui provoque on en parle de cette violence. Des divorces, qui provoque des maladies, qui provoque tout plein de... Donc, la violence, puisqu'on en parle, c'est vrai que ce mouvement déverse son onde de choc qui est destructive, il faut le reconnaître, il n'y a rien de constructif là-dedans. Oui, on ne va pas manifester par plaisir, on ne va pas et engendre des violences. Voilà. Mais il y a d'autres violences aussi. Les violences sont 454 personnes décédées de froid au courant de l'hiver 2017. La violence, c'est 200 000 SDF sur notre sol. La violence, c'est aussi quelque part ce flot de migration torrentielle qui n'est que la répercussion des persécutions qui ont été orchestrées sur différents théâtres à l'étranger. Je veux dire, on ne récolte quelque part que ce que l'on sème. C'est une violence qui naît d'une souffrance aussi. Donc, si l'on prend tous ces paramètres... oui, puis c'est une violence qui ne s'efface pas avec un coup de Karcher. On peut se demander où est passé le bon sens et la raison dans tout ça. Voilà, alors moi, je voulais m'exprimer sur cette question de la violence, parce que justement, nous, la réponse qu'on fait à l'injustice qu'on vit et la colère qui nous anime, c'est la non-violence radicale. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur une ligne où j'étais reçu par Édouard Philippe il y a une quinzaine de jours avec un certain nombre d'autres responsables d'organisations non gouvernementales. Et justement, moi, je me sentais tellement déconnecté de ce qu'il disait, donc j'ai pris la parole en disant, mais là, je me sens en profond décalage avec tout ce qui peut s'exprimer. Et je voudrais vous exprimer ma colère, la profonde colère qui m'anime et qui anime l'ensemble de notre mouvement. Face à l'injustice qu'on vit, l'injustice sociale, l'injustice climatique, eh bien, cette colère-là, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Et nous, on pense qu'on a besoin de s'unir, et pour qu'on puisse s'unir de manière collective et extrêmement large, il n'y a que la non-violence qui développe la force et la puissance qu'on est capable de mettre en place. Et à Nancy, on a fait un très bon exemple de ça samedi. C'est-à-dire qu'avec une manifestation interdite pour le climat, qui a réuni 1500 personnes qui ont bravé cette interdiction, 85 personnes qui se sont déclarées co-organisatrices, qui ont engagé leur responsabilité pénale en quelques heures. On a eu l'arrêté qui est tombé à 16h. On a lancé l'appel vers 18h, 19h. C'est-à-dire qu'entre les 19h et le lendemain matin, 13h, une vraie solidarité. 85 personnes sont prêtes à engager leur responsabilité pénale sur un mouvement qui est non violent. Et donc, cette manifestation a respecté ce cadre non violent, a respecté finalement l'engagement et la responsabilité pénale que prenaient ces citoyens de manière solidaire et collective. Et ensuite, quand la marche pour le climat a retrouvé les gilets jaunes à l'angle de la place Stanislas, là, on a la caricature de l'irresponsabilité du préfet qui a mis en danger les forces de police. Et moi, je ne veux pas non plus opposer les forces de police. Les forces de police, on en a besoin demain pour les mettre en prison des Carlos Ghosn et tous ces autres personnes. Et donc, là, l'irresponsabilité du préfet qui a mis
une dizaine de policiers entre 1500 personnes et de l'autre côté les gilets jaunes, alors que là je cite et je lis l'arrêté d'interdiction, considérant qu'il existe un risque de confrontation directe, de heurts et de troubles à l'ordre public entre les participants du mouvement gilets jaunes et ceux du mouvement Marche pour le climat, qui soutient les taxes sur le carbone que contestent les gilets jaunes. Donc là on a fait la démonstration de l'inverse, on avait d'un côté les gilets jaunes sur la place Stanislas qui, dans un enthousiasme débordant, le sourire aux lèvres, voulaient rejoindre la marche pour le climat, et de l'autre côté tous les gens qui marchaient pour le climat, qui appelait mais libérer les gilets jaunes, et au milieu une dizaine de policiers même pas équipés qui se retrouvaient dans une situation telle que, mais l'irresponsabilité de les mettre dans un tel danger entre deux foules finalement, en voulant empêcher cette réunion sous le prétexte pour maintenir juste au bout le fait que non mais il fallait absolument protéger la marche pour le climat des gilets jaunes, et limite inversement aussi, mais ça à un moment donné non, c'est pas entendable, et on a démontré que voilà, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de problème. Et bien cette solidarité entre ce mouvement des gilets jaunes, le mouvement climat, toute cette question de l'injustice, parce que finalement c'est la solidarité autour de l'injustice qui est vraiment globale, elle est capable d'apporter une réponse non violente aussi, et encore une fois solidaire et collective. Et c'est là où on peut y voir quand même un peu d'espoir pour les années qui viennent. Moi, j'y vois de l'espoir complètement dans l'union de l'ensemble de nos revendications, surtout dans l'ensemble de nos personnes, parce qu'avant de voir des gilets jaunes, mais des écolos, des je sais pas quoi, non, il y a des personnes, il y a des gens, il y a des humains, et les humains, ils sont capables d'une chose, ils sont capables d'amour. Et l'amour, ça, c'est la force qui est la plus grande dans ce monde, et moi, je suis très confiant dans cette force-là, et cette force collective. À partir du moment où on arrive à reconnecter tout ça, arrêtons d'opposer tout le monde, et prenons l'amour comme une force, et un moteur qui soit capable de créer des changements qu'on n'a jamais vus par le passé, et qui sont capables de changer ce système, de changer de paradigme dont on parlait tout à l'heure, et de renverser toute cette classe qui oppresse l'ensemble des autres classes. Merci Florence, ce sera votre conclusion. Comme nous arrivons au terme de l'émission, je m'adresse plutôt aux Gilets jaunes. Qu'est-ce qui va se passer samedi? Est-ce que l'acte 5, dites-moi. Je n'aimerais pas que pour avoir la paix, on soit en guerre. Yacine? Moi, pour reprendre vos propos, je dirais que seul, pour échapper au pire, seul l'amour est un empire. Je fais un peu de poésie. Mais je dirais que ce monde bascule dans une impasse prosaïque. Il est temps effectivement de remettre un peu de bon sens et d'amour, d'humanité dans ce mouvement. C'est pourquoi il ne serait pas, désagréable d'organiser une marche blanche en mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu la vie pour la cause de ce combat qui reste louable. Toutes ces personnes, je ne compte pas non plus, je ne parle pas sans parler de ceux qui ont perdu un œil, une joue, une main, on a vu ça, tous ces gens blessés à vie, qui porteront les stigmates de leurs blessures, et pour ceux qui ont la chance de survivre d'ailleurs, les autres ont pris le chemin de la nécropole malheureusement. Et donc, je pense que ces gens-là ne doivent pas tomber dans les oubliettes. Ce ne sont pas des kidams. Ce sont des personnes qui ont donné leur vie pour cette cause. Et je pense qu'il serait bien de penser à leur âme. Voilà. Et moi, mon tout dernier mot, j'en rajoute un tout dernier, et surtout sans oublier que notre mode de vie et les comportements qu'on développe à l'heure actuelle ici, dans les pays du Nord, impactent en premier les pays du Sud. Et là-bas, ce sont des dizaines de milliers de morts, même beaucoup plus que ça. On laisse mourir à l'heure actuelle dans la Méditerranée, sans aucun scrupule, des milliers de morts et des milliers de morts, des personnes qui cherchent simplement à fuir le monde qu'on provoque, nous, ici, avec nos comportements. Merci, le combat n'est pas terminé. On le sait bien. Mais en revanche, cette chronique arrive à son terme. Hier soir, à la télévision, tout le monde a pu constater que le président jupitérien était descendu de l'Olympe pour parler au peuple, qu'il a fait son mea culpa, qu'il a reconnu du bout des lèvres, quand même, ses erreurs de jeunesse, de jeune président. Mais n'est-il pas trop tard? Quelques mesurettes pour éteindre l'incendie, la promesse d'un grand débat piloté par les maires enfin réhabilités, seront-elles suffisantes pour réconcilier les Français avec le président des riches? On peut en douter au moment où les lycéens et les agriculteurs expriment à leur tour leurs légitimes revendications. Mais tout cela, évidemment, on le saura bien vite. Merci à nos invités, merci à Florent Compin, merci à Valérie Jorda, merci à Yacine. Notre prochaine chronique sera consacrée à la réforme de la justice. Nous y arriverons peut-être. En tout cas, joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Bye bye, à bientôt.
Merci. Au revoir.